Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Cryptos pour discuter des principales actualités du marché des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, on va parler de Bitcoin qui remonte au-dessus des 30 000 $, avec une semaine qui a été très mouvementée, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler également de ce nouveau régime qui vise à encadrer les jeux Web3, et enfin on parlera aussi de l'euro numérique, entre autres actualités qui ont marqué donc cette semaine sur le marché des crypto-monnaies. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est parti. Et on commence cet épisode en parlant du Bitcoin. Une fois n'est pas coutume, on va parler du cours du Bitcoin. Je ne suis pas Vincent Gann, mais je vais quand même vous parler de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, puisque donc Bitcoin, vous l'avez certainement remarqué vous-même, est repassé au-dessus des 30 000 $. Mais le chemin n'a pas été facile, il a connu pas mal de volatilité cette semaine, et notamment mardi dernier où il est justement subitement passé au-dessus des 30 000 $ avant de retomber aux alentours de 27 500, 28 000 $. La raison de cette hausse soudaine et de cette chute tout aussi soudaine, c'est un tweet sur le compte de Cointelegraph, un média anglophone très réputé, l'un des plus réputés de l'industrie des crypto-monnaies, qui annonçait l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. À peine une heure plus tard, le tweet est supprimé, mais voilà, c'est trop tard, le mal est déjà fait. De nombreux influenceurs et autres médias crypto ont relayé l'information, et ça a enflammé l'ensemble de la communauté crypto, qui y a cru, bien évidemment. Sauf qu'en réalité, eh bien, c'était une fake news. L'explication pour ceux qui la voudraient, c'est que dans un canal Telegram qui est dédié à la rédaction de Cointelegraph, il y a eu un des membres qui a publié la fausse information sur l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, sauf qu'un employé de l'entreprise a relayé cette information sur le compte Twitter officiel de Cointelegraph, qui, je le rappelle, comptabilise 1,9 million de followers, et ils n'ont évidemment pas vérifié la source de l'information avant de publier. Alors ça a été une actualité évidemment extrêmement importante la semaine dernière, même le PDG de BlackRock a pris la parole pour en parler. En tout cas, le cours du Bitcoin, lui, a connu une hausse de quasiment 10%, qui s'est très rapidement estompé, puisque voilà, vous pouvez regarder par vous-même le chart de Bitcoin, vous allez voir cette bougie haussière et une bougie baissière dans la foulée, dans la même heure quasiment, et ça, ça a engendré quasiment 100 millions de dollars de liquidation pour les traders qui étaient en position longue ou en position short sur le cours du Bitcoin. En tout cas, comme vous l'avez compris depuis plusieurs semaines, et on en parle évidemment énormément dans ces épisodes du Récap Crypto et de manière générale sur Cryptost, l'ETF Bitcoin Spot, c'est un sujet brûlant pour l'industrie des cryptos. S'il venait à être approuvé, ça permettrait à des millions d'utilisateurs américains d'investir plus facilement sur les crypto-monnaies, et en particulier évidemment sur Bitcoin, et ça permettrait une adoption massive des actifs numériques. Allez, on enchaîne en parlant des jeux Web3, et mardi dernier, le projet de loi SREN, qui vise à encadrer l'espace numérique en France, a été adopté à l'Assemblée nationale. Et justement, ce projet de loi, il contient un article qui vise à encadrer toutes les entreprises qui proposent des jeux d'argent sur la blockchain ou des jeux qui incluent des NFT, ce qu'on pourrait appeler finalement les play to earn. Bien sûr, ça concerne évidemment la licorne Sorare qui est devenue un petit peu la représentante de tous ces jeux blockchain basés sur les NFT, à tel point d'ailleurs que ce texte de loi est surnommé la loi Sorare. Bon, en réalité, évidemment, il a bien un nom, et ce nom, c'est le régime JONUM pour jeu à objet numérique. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement l'adoption de ce texte de loi JONUM? Eh bien que pendant une durée expérimentale de 3 ans, toutes les entreprises qui émettent des jeux blockchain, des jeux incluant des NFT, eh bien elles devront vérifier l'identité de leurs utilisateurs afin de vérifier qu'il n'y a pas de mineurs qui jouent à ces jeux. Et évidemment, dans cette même optique, tous les influenceurs ne pourront plus faire la promotion des JONUM si leur audience est en partie mineure. Et d'ailleurs, si ce texte de loi vous dit quelque chose, c'est qu'il a fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines et en dehors de l'écosystème des crypto-monnaies, puisqu'il prévoyait initialement d'interdire l'utilisation des VPN et de s'attaquer à l'anonymat en ligne, chose qui finalement ne sera pas conservée. Pour conclure, si tous ces sujets vous intéressent, sachez qu'on a un podcast avec Mathieu Quignou, qui est un avocat spécialisé sur la crypto-monnaie et la blockchain, et on a discuté justement de ce texte de loi JONUM, et on s'est posé la question de l'impact que ça pourrait avoir sur toutes les entreprises du domaine du Web3, et également sur les utilisateurs. Donc si vous en faites partie et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce podcast. Allez, parlons maintenant de l'euro numérique. Et comme vous le savez, ça fait maintenant 2 ans environ que la Banque Centrale Européenne est dans une phase d'étude pour se pencher sur les avantages et les inconvénients de l'émission d'un euro numérique. Eh bien, cette phase est désormais terminée et la Banque Centrale Européenne rentre désormais dans la phase préparatoire
qui devrait débuter le 1er novembre prochain. Alors cette phase, elle va durer 2 ans et le but c'est de définir toutes les règles qui vont encadrer cet euro numérique, de choisir les prestataires qui vont être utilisés et de décider de quelle technologie et de quelle infrastructure nous allons avoir besoin pour déployer cet euro numérique de banque centrale. Tel qu'envisagé à ce stade, l'euro numérique serait une forme numérique d'espèce qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques dans l'ensemble de la zone euro. Il serait largement accessible, gratuit pour tous les utilisateurs de base et disponible à la fois en ligne et hors ligne. Alors attention, l'annonce de cette phase préparatoire pour l'euro numérique de banque centrale ne signifie pas qu'il va être certainement déployé. Justement, la BCE rappelle qu'il n'y a aucune garantie sur le fait qu'ils vont un jour lancer un euro numérique. Je cite, le lancement de la phase préparatoire ne constitue pas une décision sur l'émission ou non d'un euro numérique. Cette décision ne sera envisagée par le Conseil des gouverneurs qu'une fois le processus législatif de l'Union européenne achevé. En effet, le secteur du paiement est aujourd'hui de plus en plus disputé. On a d'un côté les géants comme Visa et Mastercard, on a également les géants de la tech comme X ou Meta qui s'y intéressent, et puis au milieu on a les banques qui ne veulent pas forcément voir la Banque Centrale Européenne empiéter sur leur marché, le marché du paiement qui rapporte énormément tous les ans. Et si vous voulez comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette histoire et aussi comprendre pourquoi l'euro numérique ne pourrait peut-être jamais voir le jour, je vous invite à consulter notre autre podcast avec Xavier Lavessière qui est aussi un avocat et qu'on a publié il y a quelques semaines sur Cryptost où on parle justement des stablecoins, de Bitcoin, mais également des monnaies numériques de banque centrale et plus particulièrement de cet euro numérique. Allez, parlons un petit peu plus technique maintenant puisque cette semaine a été marquée aussi par le lancement de Scroll ZKP, l'une de ces fameuses solutions de seconde couche d'Ethereum de type ZK-EVM. Ça fait partie des projets les plus prometteurs en termes de Layer 2 puisqu'il repose sur une technologie de type ZK Rollup. C'est donc un rollup sur Ethereum qui va embarquer un consensus de type Zero Knowledge Proof. Et ce consensus, il permet notamment de créer des protocoles qui, eux, vont respecter la vie privée des utilisateurs, qui est un sujet évidemment extrêmement important au sein de l'écosystème des crypto-monnaies et pour toute la communauté. Alors l'un des principaux avantages de Scroll et qui va faire que la blockchain va pouvoir être utilisée assez rapidement, c'est qu'elle est EVM compatible et donc pour les développeurs, il est extrêmement facile d'aller déployer des applications puisqu'il suffit de migrer des applications décentralisées ou des protocoles qui sont déjà disponibles sur Ethereum vers Scroll sans trop de contraintes techniques. Alors pour les données, les statistiques, Scroll cumule actuellement plus de 90 millions de transactions en phase de testnet avec une moyenne de 300 000 transactions quotidiennes, ce qui promet évidemment de belles performances pour les utilisateurs. Et l'écosystème, quant à lui, est déjà composé de quasiment 180 projets, dont des projets que vous connaissez tels que Aave, SushiSwap, Pendle ou encore LeFinance. Sachez d'ailleurs que Scroll fait partie des quelques protocoles qui pourraient potentiellement procéder à un airdrop. Et si vous avez suivi notre série de vidéos sur les airdrops, vous savez qu'on en a une justement dédiée à l'écosystème de Scroll. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait leur devoir, il reste encore quelques tâches à réaliser sur le testnet. Donc je vous invite à consulter cette vidéo et à réaliser ces tâches. Ça peut toujours être intéressant pour se constituer un bon petit portefeuille d'investissement à l'aube d'un potentiel prochain bull run. Allez, dernière actualité qui devrait ravir les fans de MultiverX à l'occasion de l'événement qui est organisé justement par cette entreprise, les X-Day. Benjamin Minkou, qui est le PDG de la blockchain MultiverX, a annoncé le début d'une collaboration avec Google Cloud, le service de cloud computing de Google. Alors évidemment, vous en doutez, ce sera déterminant pour MultiverX puisque ça permettra de convaincre plus facilement des institutionnels ou des grandes entreprises de venir déployer leurs solutions sur cette blockchain. Et c'est d'ailleurs déjà en partie le cas puisque la blockchain MultiverX héberge la plateforme NFT de l'Institut National de Recherche et Développement en Informatique de Roumanie, ainsi que la plateforme d'Audi pour la réalité virtuelle dans les voitures qui s'appelle HoloRide. Et évidemment, questionné à ce sujet, Benjamin Minkou s'est dit ravi de cette collaboration avec Google Cloud qui permettra aux développeurs de construire des solutions dans un environnement de travail plus propice. Il dit, je cite, « MultiverX est dans une position unique avec un important potentiel de croissance accélérée et les produits et services supplémentaires apportés par Google Cloud sont une contribution clé à cela. » Et petite parenthèse avant de conclure, sachez que la semaine dernière était également marquée par l'inauguration de Cube3, le plus grand incubateur et accélérateur de start-up en Europe. Il est basé à Angers et il a été lancé par Valentin Demey que vous connaissez certainement puisque c'est l'une des figures emblématiques de Cryptost. Et sachez que tout au long de l'incubation des premiers projets Web3 à Cube3, il y a une série de vidéos qui va être tournée sur l'entrepreneuriat et elle sera publiée sur la chaîne YouTube de Cryptost. Donc si vous voulez pas manquer cette série de vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode du Récap Crypto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.